Donc, bonjour tout le monde, bonjour Thomas Campbell, je suis très heureuse de vous voir. Alors, on va donc procéder à cette causerie, on va faire cette causerie, vous voyez que l'événement est enregistré, donc on pourra la revisionner si ça sera mis sur le site du GRELQ un petit peu plus tard en cours de session. Alors, je vous présente tout de suite notre invité Thomas Campbell. Donc, Thomas Campbell, c'est un éditeur qui évolue depuis donc une quinzaine d'années, donc dans le milieu du livre, des périodiques également, au Québec. Il a travaillé pour différentes maisons d'édition, les Intouchables, entre autres, Bayard Canada, donc maison française, mais filiale canadienne. Et il travaille aujourd'hui chez Dominique et compagnie, aux éditions Héritage. En fait, les deux entreprises sont associées, oui, c'est bien ça. Donc, depuis 2018. Il est très actif. Il a lui-même eu une entreprise de coaching littéraire, donc il a accompagné des auteurs de l'idéation jusqu'à la production des textes. Donc c'est quelqu'un qui connaît très très bien toutes les facettes du métier de l'édition, de l'écriture même, donc dans le processus auprès des auteurs. Chez Héritage Jeunesse, il a développé une ligne éditoriale. Il a lancé lui-même plusieurs collections. On va voir une collection entre autres tout à l'heure. Au cours de sa carrière, il a publié plus de 200 livres. Donc, c'est tout un parcours que vous avez déjà. Pourtant, vous êtes très jeune encore. Ben, que ça, mais merci du compliment. Quand même. Alors, il est également, parce que j'ai du temps à perdre, bien sûr, il est également très impliqué dans différentes associations. Il siège sur le comité diversité de l'Association nationale des éditeurs de livres et il est également président de l'Association Communication Jeunesse, une association qui a été créée dans les années 1970, on va en parler tout à l'heure, mais une association qui joue un rôle crucial dans la promotion des ouvrages des auteurs pour la jeunesse au Québec. Et au Canada. Et au Canada, oui, bien sûr. Donc, on est très, très content de vous accueillir aujourd'hui. On vous remercie d'avoir fait le voyage jusqu'à Sherbrooke. On est très content de vous accueillir, évidemment, à titre d'éditeur, parce qu'on veut connaître un peu comment vous procédez, comment vous intégrez tous ces questionnements liés à la diversité culturelle dans vos pratiques éditoriales. Mais également, en tant que président de Communication Jeunesse, la littérature pour la jeunesse, évidemment, il y a peut-être une résonance particulière liée à ces enjeux sur la diversité dans ce secteur-là. Mais on est content de vous entendre également à titre de représentant d'une forme de diversité culturelle vous-même. Et c'est pour ça qu'on va structurer la causerie aujourd'hui en 3 temps. Je vais avoir quelques questions concernant le parcours personnel, donc professionnel, mais l'expérience personnelle de Thomas Campbell. Ensuite, on va aborder les pratiques éditoriales. Et enfin, on va parler de communication jeunesse. Donc, 3 étapes. Je vais faire la première partie de la causerie. Donc, on va parler comme ça jusqu'à 10h15 à peu près. Ensuite, on va prendre une courte pause. Et à la reprise, là, on abordera plutôt les questions liées à communication jeunesse. Et c'est Maxime qui va prendre le relais. Ça va? Donc, voilà. Merci beaucoup, M. Campbell. Et donc, on peut commencer. Je vais m'asseoir, ça va être plus... Ça va, Stéphanie? Oui, oui, d'accord. Alors, je l'ai dit rapidement, donc d'entrée de jeu, vous avez donc abordé le milieu de l'édition, d'abord à travers les revues. Vous avez été étudiant à l'UQAM, mais c'est là que vous avez fait vos premières armes, notamment l'Artichaut, etc., donc des revues étudiantes. C'est là que vous avez vraiment appréhendé le métier d'éditeur, si l'on peut dire. Vous avez ensuite travaillé pour les éditions Les Intouchables, Bayard Canada, donc ça c'est vraiment une très très grosse entreprise, et depuis 2018, Dominique et compagnie, Héritage Jeunesse. Je vous pose la question crûment, tout de go comme ça, est-ce que le fait d'être d'origine française, d'avoir une couleur de peau qui n'est pas blanche, a pu causer des obstacles dans votre parcours, a pu avoir une incidence sur votre parcours? Mais c'est l'une des questions qui m'a un peu surprise parce que
comme je le dis souvent, moi, je me considère pas comme une personne de couleur. C'est toujours une étiquette qu'on nous donne, quand on essaie de dire, OK, ben toi, tu rentres dans telle catégorie. Puis moi, j'ai un quart, pour la petite histoire, là, j'ai un quart de sang sénégalais. Donc ma mère est blanche et mon père est métis, donc il a un demi. Et puis on perd un demi à chaque fois. Donc mes enfants, j'ai 2 enfants qui sont totalement... leur mère est ukrainienne avec un sang écossais, donc ça fait tout un mélange. Puis ils sont blancs et puis c'est toujours une anecdote parce que quand je vais à la garderie, parfois on me dit OK, est-ce que c'est le papa, est-ce que c'est, on sait pas trop. Mais tout ça pour dire que dans mon parcours professionnel, j'ai pas eu est-ce que je suis chanceux? Peut-être, mais j'ai jamais senti que ma différence était quelque chose, soit un atout, soit un handicap. Moi, j'ai eu la chance de travailler chez Bayard avec Gilda Routy, qui est notamment la présidente du Salon du Livre de Montréal. Puis dans sa famille, il y a une mixité aussi des personnes de divers horizons. Donc il y avait une ouverture par rapport à ça. Ma patronne actuelle, elle a adopté 2 petites asiatiques. Donc là aussi, donc ça s'est jamais posé. J'ai toujours senti une ouverture et puis une bienveillance. J'aimerais dire aussi parce qu'il n'y a pas de il y a d'autres problématiques dans le milieu éditorial, mais à ce niveau-là, il y a pas d'enjeu au niveau ethnique ou des trucs comme ça. Donc non, j'en ai pas fait. J'ai déjà entendu des histoires, mais pas qui me concernent personnellement. Tant mieux. Ouais. Oui, tout à fait. On en est bien content. Mais parce qu'on sait en effet que ça peut jouer, ça joue dans certains cas, mais du coup, ça ne s'est pas posé comme ça. Ni le fait d'être français, d'origine française. Plus peut-être d'être français, parce qu'il y a beaucoup d'a priori par rapport aux Français, notamment à la manière dont on s'exprime, on s'affirme, la manière dont on tient tête. Donc oui, à ce niveau-là, plus on n'a pas la même façon de défendre des idées. Au Québec, on dit souvent s'obstiner, alors que c'est juste pour débattre. Là, donc il y a pas, c'est un autre. On n'est pas au niveau de la même fréquence par rapport à ça. Au niveau de l'échange, mais oui, plus c'est ça le paradoxe finalement, c'est plus mon côté français qui a toujours dit OK, de toute façon toi t'as toujours quelque chose à dire là, donc vas-y dis ce que t'as à dire là, puis après on va passer à un autre, donc le côté un peu revendicateur et puis un peu militant aussi. Donc, et c'est quand même assez particulier au milieu du livre, il y a quand même beaucoup de personnes d'origine française. D'une part, c'est historique. C'est pas seulement à cause de la proximité de la langue, bien sûr que ça joue, la langue, la culture, etc. Mais c'est aussi parce qu'il y a des entreprises éditoriales françaises qui ont des succursales au Québec, qui ont des liens. Mais donc ça, vous l'avez senti sur ce point-là, ou pas nécessairement? Oui, moi je l'ai ressenti surtout chez Bayard Canada, et puis dans une incompréhension, c'était ça aussi le paradoxe, c'est que nous on était effectivement comme une compagnie sœur de Bayard France, puis il n'y a jamais eu de livres, même jusqu'à aujourd'hui, là, même si je fais plus partie de cette entreprise, qui ont été édités en France, c'est-à-dire qu'il y avait une production locale, mais la bascule, il n'y avait pas, disons, Bayard France va acheter des droits islandais, des droits allemands, des droits de tous les pays du monde, mais ils refusent catégoriquement de faire ce qu'ils appellent du québécois, là, donc de transposer, parce que... Puis j'ai posé, à un moment donné, j'étais à Montreuil, qui est le salon du livre jeunesse, et puis candidement, j'ai posé à une personne en disant, mais pourquoi ça se fait? On parlait notamment Jacques Goldstein, qui est quand même un auteur qui a une renommée internationale, et puis l'éditrice, une Parisienne, parce que les Parisiens sont quand même un peu particuliers, donc elle m'a dit, mais de toute manière, on ne vous comprend pas. J'étais comme, OK, donc c'est ça l'argument. Ce que je trouvais totalement absurde, bien évidemment, là, mais c'était ça son argument ultime pour justifier le fait qu'il pouvait acheter n'importe quoi, n'importe quelle langue qu'il connaissait absolument pas, mais la langue qui était la plus proche, ça fonctionnait pas, quoi. Ouais. Je me souviens qu'on a déjà eu on a déjà accusé, entre guillemets, le seuil de faire un peu la même chose. Mais c'est un peu du colonialisme. C'est un peu alors moi j'associe ça. Puis, alors on parlait de français à français en disant, mais je lui dis, mais tu dis n'importe quoi là. T'as pas lu pour dire ce genre de choses. Donc c'est intéressant parce que là, si on revient à la question de la diversité, c'est davantage au niveau des origines françaises. Tout à fait. Dans votre cas, vous, ça a joué et non pas nécessairement. Non. C'est très intéressant. Je vais passer donc à vos pratiques éditoriales, peut-être de façon plus précise.
Vous œuvrez donc dans le monde de l'édition pour la jeunesse. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense que les questions liées à la diversité peuvent avoir une résonance particulière dans l'édition pour la jeunesse parce que ça peut soulever, dans tout l'univers de l'édition, ça soulève des enjeux, mais peut-être que c'est accentué dans le monde de l'édition pour la jeunesse. Je sais pas, on aura l'occasion de voir tout à l'heure. Mais donc, ça m'intéresse d'avoir votre perspective d'éditeur pour la jeunesse et notamment au moment où vous établissez vos programmes éditoriaux ou au moment où vous sélectionnez des manuscrits, est-ce que les questions liées aux représentations de la diversité culturelle, des diversités culturelles, agissent? Est-ce que ça a une incidence sur vos choix, sur votre travail? Oui, mais c'est pas une question obsédante. C'est pas quelque chose qu'on va privilégier. On le fait parce que on porte ses valeurs, on est convaincu que c'est important que les enfants aient des livres de la diversité entre les mains, parce que les enfants, dans les écoles, ils sont tous issus d'une certaine diversité, ils sont confrontés au métissage en permanence, et ils n'ont pas cette... on le voit, puis c'est plus les adultes qui ont cette fermeture-là. Généralement, un enfant n'a pas... pour lui, son ami, il est pas asiatique, il est pas noir, il est pas ci, c'est son ami, quoi. Donc nous, pour faire une réponse courte, on n'a pas de critères, de quotas, de dire, OK, ben, nous, chaque programme, on veut tant de titres de la diversité, ou on s'attache aux humains, on s'attache aux histoires, et puis tant mieux si c'est de la diversité, mais on va pas à la recherche absolue de manuscrits, on veut donner le meilleur aux enfants en termes d'histoire pour leur permettre d'être pour les questionner, pour les faire réagir, pour les faire s'émouvoir, mais que ce soit des personnes de la diversité ou autres, pour moi c'est pas un fer de lance en disant OK, il faut absolument que tous mes auteurs soient issus de la diversité X ou Y. Hein. Bien sûr que non, j'imagine qu'en effet, c'est pas, comme vous dites, obsessionnel. C'est inconscient, quand c'est fait, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. C'est toujours là, notamment avec la collection unique dont on va parler, parce que c'est un projet qui est né aussi à partir de ces questions-là, mais c'est quelque chose qui, je pense, qui est plus lié à l'ouverture, tu sais, de montrer aux jeunes, de dire, parce que les enfants ont besoin de modèles aussi. Ils ont beaucoup de questionnements, ils ont beaucoup de... Donc c'est certain qu'une personne qui va être immigrante, colorée ou quoi que ce soit, s'il y a une littérature qui ne lui ressemble pas, elle n'a pas de modèle pour justement attester de sa réalité ou pour avoir ne serait-ce qu'un reflet de ce qu'elle peut vivre au quotidien. Donc nous, on essaye d'aller à la rencontre des enfants de cette manière-là. Puis nous, c'est important parce que effectivement, les enjeux pour l'édition adulte sont totalement différents à ce niveau-là. C'est ça. Donc, c'est ça. Mais donc, il y a clairement des enjeux d'éducation. Oui. Donc, sensibilisation, conscientisation, ouais. Mais on éduque par le même biais les parents. C'est surtout les parents qui ont besoin. Les parents et tout le milieu, nous on l'a vu au niveau de certaines collections. Tous les acheteurs, parce que ce qu'on oublie, parce qu'on a tendance à voir le milieu du livre, c'est la personne qui va acheter le livre, mais il y a toute une chaîne qui peut bloquer le processus de vente, et à commencer par les acheteurs en librairie qui, s'ils n'ont pas cette ouverture-là, s'ils n'ont pas cette sensibilité-là, vont dire ben non, ça se vendra jamais, donc on va pas en mettre en librairie, ou on va limiter l'accès à ce genre de livre. Donc ça commence là en fait. L'éditeur peut avoir toutes la bonne volonté du monde, si après les différents paliers, c'est comme un peu un parcours du combattant. Mais moi, ce qui me choque généralement, c'est de voir qu'on met toujours de l'avant cette littérature qui n'est pas métissée, parce que c'est pas nécessairement, ou qui n'est pas diversifiée plus exactement, pour des enjeux purement personnels. Parce qu'il y a des gens qui ont décidé, que ce soit en librairie ou en bibliothèque, de ne pas mettre à la disposition des enfants un type ou un autre de livre. Donc, on va aborder bientôt donc, les questions liées à la diffusion. Oui, pardon, excusez-moi. C'est très cohérent ce que vous dites là. Mais j'aimerais revenir sur la question donc, de
sélection. Ah, Et c'est là, je vais m'approcher parce que, évidemment, je vais tomber en plein. Excusez-moi. C'est ça. Je vais devoir, excusez-moi. Je vois rien. Tout fonctionne. Bon, voilà. Donc, j'aimerais revenir sur la question des collections parce que, donc, c'est ça, vous disiez, vous avez quand même ça en tête, la volonté de représenter des formes de diversité, donc dans un but d'éducation des enfants, voire des parents. Pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Donc, d'éduquer les parents, peut-être plus même que les enfants. Mais vous avez donc cette volonté, et cette volonté se manifeste à travers la création de, à travers la présence de certains auteurs dans vos catalogues, et voir à travers la création de collections. Je ne sais pas si vous voulez prendre, je vous laisse manipuler la souris. Je crois que c'est la deuxième diapo. Ça, c'est les papines à choix. On pourrait commencer par les papines à choix. Ah, okay. Michel Noël, ça m'a beaucoup intéressé de retrouver ça dans le catalogue de Dominique et compagnie. Les papines à choix. Vous connaissez Michel Noël? Excusez-moi, je vous parle à vous. Non, vous êtes trop jeune. Moi, je sais qui c'est. Oui. Vous êtes trop jeune. Michel Noël, en fait, c'est un écrivain autochtone, un écrivain pour la jeunesse. Et la série des papines à choix, c'est une série très, très, très importante. En fait, c'est la série qui a été produite dans les années 80, peut-être même milieu 70. En tout cas, chez Urtubise. Et donc, je savais pas que ça avait été repris. Ouais. J'ai trouvé ça super intéressant. Peut-être même augmenté. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Pouvez-vous nous en dire un mot? Ben, moi, je peux vous en dire quelques mots parce que j'étais pas là quand ça a été fait, là, mais oui, ça a été fait avant moi. Mais c'est sûr que Michel, qui est décédé il y a peu de temps, là, c'était quelqu'un qui était métis, donc qui avait à cœur de défendre l'enjeu des Premières Nations et de transmettre aussi sa culture à travers des livres. Et puis, ce qui était beau comme message, c'était toute la partie au niveau de la famille, des valeurs. Donc, c'était vraiment des enjeux qui mettaient la table sur le dialogue aussi entre les diversités. Donc, c'est ça qui était intéressant, sans forcément tomber dans une forme de comment ça s'appelle, de caricature, mais plus une réalité que lui vivait aussi à travers son expérience, notamment avec son grand-père où il avait un lien particulier. Ouais. Donc c'était un grand humaniste pour ça. Donc, tout à fait. Et c'est l'un des premiers auteurs avec Bernard Assinioui, donc à avoir fait sa marque là, dans l'histoire de la littérature tout à fait. Donc c'est intéressant que ça se retrouve. Oui, c'est une figure emblématique pour tout à fait. Ouais. Et mais vous avez aussi donc la collection unique. Oui, vous avez vous-même lancée. Oui, donc la collection unique, en fait, à la base, c'était un projet qui m'avait été soumis par... on a des directrices qui sont externes, là, donc Mélanie Perrault, qui est une auteure aussi, et on savait pas par quel bout la prendre, parce que c'était au début très foisonnant, c'était justement pour parler d'une forme de diversité, et c'était en fait de l'autofiction, et quand j'ai récupéré la collection avant qu'elle naisse finalement, on lui a donné une autre saveur. Maintenant c'est effectivement une autofiction. C'est chaque auteur va parler de son expérience personnelle et avec une mise en page qui est très graphique. Donc c'est comme une poésie. Moi j'appelle ça de la poésie narrative. Donc c'est la colombe poignardée par le jet d'eau, donc comme un ouragan, il y a des textes en spirale. Tout à fait, c'est ça. Donc qui viennent pas simplement servir d'ornement, là, qui viennent vraiment donner une force et accentuer le texte de manière typographique. Donc l'idée avec cette collection-là, c'était d'aborder des thèmes qui sont pas toujours facile pour les jeunes. Donc là, dans le cas de Jonathan, c'est une forme de diversité puisque il aborde le coming out, mais c'est pas simplement cet enjeu-là qu'on voulait soulever, c'est plus sur l'estime de soi et l'affirmation de soi.
pour les enfants. Donc c'est à partir de 11 ans. Au début, les gens nous regardaient comme ok, à partir de 11 ans, mais ils sont pas assez matures. Moi, je trouve que un enfant, on a tendance à le sous-estimer pas mal parce qu'il est capable d'en prendre, il est capable de réfléchir. Moi, à 7 ans, mon garçon, il réfléchit sur des enjeux que bien des adultes, je veux pas non plus viser personne, mais tu sais, ils sont matures, ils sont capables. Donc on a commencé par celui-là, puis on s'est attaché au texte, on n'a jamais voulu mettre de l'avant la diversité, la différence, je sais pas comment on l'appelle d'ailleurs, par rapport à Jonathan ou par rapport à Samuel, parce on en est au 5e là, qui va apparaître. Samuel La Rochelle, c'était sur la relation conflictuelle avec son frère, une famille un peu dysfonctionnelle. On a publié récemment celui avec Mélanie Perrault justement sur la famille éclatée, puis avec Sophie Gagnon-Robert sur le deuil, le suicide. Donc c'est vraiment des constellations de sujets. Puis le prochain que je vais faire au printemps, c'est une autre forme de diversité sur la transsexualité avec Gabrielle Bouliane-Tremblay, la fille d'elle-même, je ne sais pas si vous connaissez, parce que on est convaincu que ces textes peuvent faire une différence auprès des jeunes et puis on peut leur dire, regarde, tu n'es pas le seul à vivre cette réalité. Puis de mettre des mots aussi sur une forme de souffrance ou une forme d'incompréhension qu'ils peuvent vivre au quotidien. Ouais. Donc, et ce qui est intéressant dans cette collection-là, c'est qu'en fait, c'est ça, c'est que vous déplacez, vous ne mettez pas l'accent sur la diversité, non. vous n'en faites pas un élément de vente, c'est plutôt sur la réflexion, sur l'identité, en fait, une quête d'identité ou une volonté d'affirmer. Oui, parce qu'on peut lire ce texte-là sans forcément vivre c'est plus... moi, le travail que je fais avec ces auteurs-là, c'est de dépasser la simple anecdote et de tomber dans quelque chose de plus universel parce que c'est une émotion qu'on peut ressentir et puis qu'on peut connecter à ce texte-là sans forcément avoir vécu justement une sortie du placard ou le suicide d'un proche ou qui est un sujet encore plus sensible au demeurant. Donc oui, je pense que c'est... Puis les jeunes moi je trouve que je le vois avec mes enfants, ils sont très réceptifs à ce genre de choses. Ils sont même en demande, je dirais. Puis c'est pour ça que nous, on se fait un devoir de leur donner ces outils-là pour qu'ils puissent après explorer et puis forger leur esprit critique aussi, non? Parce que c'est bien beau là, des livres. Moi, je reprocherais des livres qui sont beaucoup plus divertissants, ludiques et tout ça, mais au final, qu'est-ce qu'ils en gardent? Ça, c'est une autre histoire là. Donc, Donc il y a vraiment une mission d'éducation et de sensibilisation, même si c'est pas la dimension diversité qui prend le devant. Oui, tout à fait. Ben, elle le prend par divers biais, mais c'est pas, on n'a pas créé pour dans cette optique-là pour dire ok, ben nous on va faire, c'est le sujet à la mode et puis on va faire parce que là aussi. Est-ce que c'est la même chose dans le cas de Diana Bellis? Dans le cas de Diana, c'est différent parce que c'est elle qui nous est venue avec ce projet-là. Qui elle est d'origine haïtienne et puis elle a c'est ça exactement c'est ça. Puis moi je l'avais édité déjà chez Bayard et donc elle a voulu continuer notre collaboration et puis mais ça c'est ma collègue Mathilde qui a fait ce projet là parce qu'on est 2 éditeurs mais c'est certain qu'elle avait envie ça faisait longtemps qu'elle voulait raconter son histoire, en tout cas fortement inspirée. Donc c'est elle qui nous a proposé ce texte-là, sans forcément qu'on lui dise « ça serait bien que tu écrives un truc sur la diversité ». Donc on force pas les choses, c'est très organique en fait la manière dont on fonctionne. C'est toujours avec des discussions, puis avec des enjeux à la base humains, qui se transpose après avec des romans et qui en parlent aussi. Là. Donc, mais dans le cas de Diana Bellis, c'est clairement affiché. Oui, c'est assumé. On le voit et affiché. Oui, tout à fait. Affiché et pleinement. Exactement, oui, tout à fait. Parce que les intrigues se déroulent à Montréal-Nord. Oui. Et ça décrit tout à fait la communauté d'origine Oui, haïtienne. tout à fait. Volonté pleinement assumée. Mais vous savez, on parle souvent parce que moi, c'est quelque chose qui me fait sourire, mais qui m'agace un peu, l'appropriation culturelle. Okay? Ça, c'est un enjeu important, là.
Moi, personnellement, ça aurait été quelqu'un d'une blanc, là, parce que j'aime pas catégoriser par couleur, mais disons comment on les catégorise aujourd'hui, c'est ça. Tu aurais écrit une histoire comme ça, on l'aurait publié pareil. Parce que du moment où ça respecte, ou du moment où la personne et a une connaissance, va chercher et c'est pas caricatural, c'est pas quelque chose qui est totalement à côté de la plaque, pourquoi pas? Je veux dire, on n'est pas. Moi, j'avais été un peu scandalisé quand Timothée de Fontbelle, qui est un grand auteur de chez Gallimard, on lui avait fait un procès sur la place publique parce qu'il avait osé parler d'esclavage dans un livre. Alors que il était quand même, ce livre était très bon là, et puis c'était juste parce que ben non, toi t'es blanc, t'as pas le droit, tu n'as pas le droit de parler de ça, et puis on en est là, donc ça c'est pour moi c'est plus inquiétant de voir que sur certains sujets, du moment où on n'appartient pas à telle diversité ou communauté, il y en a qui maintenant sont plus frileux à dire ben non, désolé, on va pas pouvoir te publier parce que tu n'as pas la légitimité pour prendre la parole par rapport à ça. Et donc, pour vous, jusqu'à présent, le problème ne s'est pas posé. Je sais qu'en édition savante, évidemment, c'est un secteur que je connais bien, les éditeurs sont de plus en plus frileux pour, par exemple, produire une étude savante sur tel sujet. Bon. Mais pour vous, ça ne s'est pas encore posé comme... Non, et puis on n'est pas... peut-être parce qu'on n'a pas cette... Pour nous, ce qui est important, c'est de parler de la diversité. Sous toutes ses formes, peu importe qui va s'en faire le porte-parole. Moi, je ne crois pas que il y a dans la tradition littéraire, qu'elle soit le patrimoine littéraire de l'humanité, il y a plein d'œuvres où la personne n'a pas vécu, je pense notamment aux Lettres persanes de Montesquieu. C'est une représentation, une critique de la société française à travers, par le biais de... Ils ne connaissaient rien des Persans, là, je veux dire. Donc, puis est-ce qu'on devrait, comme on a vu malheureusement, là, commencer à brûler des livres parce que c'est là où ça devient un peu un terrain glissant, selon moi, qu'on commence à avoir un discours qui se veut à la fois repentant, en disant oui, nous, comment dire, la culture dominante, blanche, nous excusons. Au bout d'un moment, là, c'est bien beau les excuses, mais montrons qu'on est capable de dialoguer, montrons qu'on est capable de faire preuve d'ouverture et de donner la parole, oui, aux personnes issues de la diversité, mais moi, je vais pas privilégier quelqu'un de la diversité au détriment. Moi, c'est la qualité du texte, les idées qui sont à l'intérieur de l'histoire, plutôt que je vais pas vérifier, ok, montre-moi ta photo et puis je verrai si je vais te publier. Non, pour moi, c'est absurde. Totalement. Mais est-ce que vous êtes déjà intervenu en tant qu'éditeur, que ce soit dans le texte ou dans les illustrations? Les illustrations sont très importantes dans l'édition pour la jeunesse, pour que ce soit positivement ou négativement, mais pour changer du contenu en lien à des enjeux liés à une représentation de la diversité. Non, ça m'est jamais arrivé. Ça vous est jamais arrivé? Ça m'est jamais arrivé parce que les gens avec lesquels on travaille, ils ont ce respect-là aussi de faire surtout en illustration, c'est leur talent, c'est d'aller chercher la forme et puis il y a une intelligence au niveau de l'image aussi. Donc oui, c'est ça. Donc on va pas grossir le trait, on n'est pas dans quelque chose qui se veut dénaturé ou caricatural du tout. Là. Donc au contraire, là par le fait même, c'est une artiste aussi issue de la diversité qui a réalisé la couverture, mais pour moi c'était pas si j'avais eu à faire ce titre-là, je l'aurais peut-être traité d'une autre façon. J'aurais pas nécessairement fait ce choix-là. Parce que pour moi, c'est pas quelque chose c'est intéressant, l'histoire de Diana, mais c'est juste une façon, encore une fois, d'établir un dialogue et puis de montrer un modèle et non pas de dire, ok, ben moi, en tant que représentante, mais même elle ne se réclame pas représentante de quoi que ce soit, là. Donc, elle veut juste raconter une histoire et puis qui est inspirée aussi de son vécu, là. Ouais, donc, on parlait tout à l'heure de diffusion. Oui. Donc, vous rappeliez l'importance du rôle des acheteurs, par exemple. Ces gens qui vont
accueillir les ouvrages en librairie, dire voilà, on prend ces ouvrages. Il y a le libraire lui-même qui peut conseiller les acheteurs, les consommateurs, les lecteurs, voilà, dans les librairies. Il y a bien sûr les bibliothécaires, il y a les parents également qui jouent un rôle. Pouvez-vous nous dire, est-ce que lorsque vous publiez des ouvrages qui représentent une certaine forme de diversité, est-ce que vous mettez ça de l'avant? Comment vous traitez ça? Ou ça rentre pas dans la... C'est la même question, c'est plate ce que je dis tout à l'heure, mais c'est pour moi, c'est la même, on le traite comme un ouvrage. On va pas dire, ok, ben lui, il est issu de la diversité, il faut vraiment qu'on fasse un plan. Non. Pour nous, c'est un roman qu'on doit défendre au même titre que les autres, et puis il y a pas on fait pas de distinction en fait, parce que pour nous, il y en a pas en fait. C'est ça, il y en a pour les. Ça parce que quand on voit par exemple certaines collections, on voit clairement afficher certains mots, où on va insister quand on regarde les notices biographiques, par exemple les 4e de couverture, on va signaler quand même les origines de l'auteur. Ou alors le fait que l'auteur ait pris position sur tel enjeu. Donc, même si c'est pas, comment dire, une organisation complètement orchestrée de la publicité ou de la promotion, il y a quand même ça qui est mis de l'avant. Mais celui-là, oui, plus je pense, parce que ça fait partie d'une collection qui va s'appeler l'école de la diversité, justement. Donc là, il y a une revendication sous-jacente, mais c'est la première fois. Puis c'est pas moi qui m'en occupe. Donc c'est ça, puis moi je trouvais l'idée intéressante. Est-ce qu'on a besoin de mettre une étiquette? Moi je suis contre les étiquettes à la base, parce que je trouve que c'est encore une fois circonscrire, dire ok, ben toi tu dois être dans ce carré de sable là, tu peux pas jouer en dehors. Alors que c'est pas vrai. Je pense que c'est plus complexe que ça. C'est intéressant ce que vous dites, parce que quand on parle avec des éditeurs, il y a quand même différentes visions. Puis on voit bien qu'en effet, chez certains éditeurs, il y a quand même des collections qui sont clairement étudiées. Et même chez vous, l'école de la diversité, ou alors les collections des premiers peuples. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais ces étiquettes-là sont faites beaucoup pour les libraires. Et pour les collectivités. Parce que eux, ils ont besoin de classifier. Intéressant. Donc, il faut dire quoi. Oui, parce que si on leur dit, ok, mettons un exemple qui est quand même assez probant, celui dont je parlais, Derrière l'éclat de ton sourire, qui est sur le suicide, ils ont dit, ça a l'air un petit livre cute, ils l'ont mis dans le genre le 9 ans, quoi. Parce qu'il n'y a pas d'étiquette. Jessica qui travaille sur les bibliothèques. C'est ça. Donc il y a toute une base de données en arrière-plan où on doit thématiser, on doit pour codifier. Donc c'est eux qui nous demandent et eux c'est eux qui nous balisent par rapport à ça. Donc on est obligé à ce niveau-là parce qu'ils ont besoin de clarifier. Puis en librairie, c'est toujours la classification se fait soit par thème, soit par auteur, soit par maison d'édition. En tout cas, il y a tellement de manières de fonctionner. Mais souvent, dans les bases de données, si on tape diversité, c'est là où ça va apparaître. Il va y avoir tout un corpus par rapport à ça, donc toute une bibliographie. Donc on joue ce jeu-là, malheureusement. Parce que autrement, ces ouvrages vont être noyés dans la masse et on va jamais les retrouver. Mais c'est pas nous, en tant qu'éditeurs, qui choisissons ces règles-là. C'est le dilemme entre la volonté d'afficher et la peur de ghettoiser. Oui, c'est ça, exactement. Parce que pour moi, c'est ça la problématique. C'est qu'on va, encore une fois, dire, ok, toi, t'es tel auteur qui écrit tel livre pour tel public, alors qu'au final, ça peut intéresser tout le monde. Pas simplement la personne qui, justement, va être issue de la diversité X ou Y, là. Donc, très bien. Et comment c'est vos ouvrages? Je reviens à Diana Bellis, par exemple. Il y a un seul titre dans cette collection. Il y a un seul titre, mais moi, dans la collection Frisson, j'ai récupéré On a aussi ses personnages. On a fait une petite série où son personnage principal est haïtienne. Et donc, on parle de préjugés.
parce qu'on voulait justement par le biais d'une collection qui est très grand public, parce que Frisson, on s'entend que c'est pas la grande littérature, là, c'est vraiment axé sur les peurs, et puis c'est ça, mais oui. Excusez-moi, la collection Frisson, si je me trompe pas, au départ, c'était des ouvrages en traduction. Exactement. Et ça a été, maintenant, le catalogue, c'est des titres québécois. 100% québécois. Ouais, tout à fait. Au départ, c'était vraiment une collection en traduction. Ouais. Je sais pas, est-ce qu'il y a eu des lecteurs de Frisson ici? Oui, c'est ça, avouez, c'est ça. Mais c'était une collection très, très, très populaire. Oui, ouais, tout à fait. Mais qui était adaptée aussi à la réalité québécoise. C'était pas une traduction, c'est ça. Donc c'était quand même intelligent par rapport à ça, mais c'était très, là aussi, très cliché, très série B et tout ça. Donc là, on a un côté, oui, ça reste des peurs, et puis tu sais, on parle de la peur de l'autre, de la peur de l'étranger, les peurs primaires qui nous habitent, et on passe des messages aussi. Moi, j'ai voulu passer des messages subtils, et dans le cas de Diana Bellis, donc ces deux ouvrages on a fait paraître, on parle de préjugés, parce que étant donné que cette gamine qui arrive dans une nouvelle école, elle est étrangère, elle vient d'un autre pays, elle amène d'autres coutumes, ben forcément c'est une sorcière, forcément elle est liée. Donc, et c'est vrai dans la réalité, quand on vient de l'extérieur, on a beaucoup ce genre de préconçus là. C'est inconscient, mais oui, on a tendance à vouloir se rassurer en disant oui, toi t'es comme ci, comme ça là. Donc on veut montrer aux enfants que ben non, c'est pas parce que la personne est différente que forcément elle doit pas bénéficier de la même attention ou la même interaction. C'est intéressant parce que c'est clairement une littérature plus à formule entre guillemets, mais qui reprend dans un but éducatif. Oui, tout à fait. C'est fascinant. Il nous reste pas beaucoup de temps avant de prendre la pause. Je vais aller tout de suite à la dernière question concernant la neige. Je vais un peu ailleurs. Donc, je disais tout à l'heure, Thomas Campbell siège au comité diversité de l'ANEL, l'Association nationale des éditeurs de livres. Pouvez-vous nous dire, ce comité-là existe depuis 2-3 ans? Ce comité-là a été fondé au moment de l'article que j'ai partagé là. Donc, quand il y a, c'est ça. Donc, quand il y a eu une prise de conscience de certains éditeurs pleins de bonne volonté, ça me fait sourire parce que je trouvais que c'était un peu parce qu'ils se sont affichés avec dans la presse avec des grosses photos, et puis c'était dans un but honorable, mais ils n'ont jamais fait appel à des personnes dites issues de la diversité pour témoigner, pour prendre la parole. Ça a été fait de manière très fermé, donc à partir de là, ce qui a été décidé, parce que moi je suis monté au créneau par rapport à ça en disant, parce qu'il y avait une lettre ouverte, et puis il y avait la volonté d'associer le milieu jeunesse pour cette prise de conscience, mais il fallait que ce soit les décideurs qui signent d'abord et avant tout la lettre. Donc c'était encore une fois une façon de... Excusez-moi, pouvez-vous rappeler quel est l'élément déclencheur c'était par rapport à la littérature jeunesse trop blanche. Donc c'était vraiment ça là, de montrer qu'il n'y avait pas de modèle qui sortait des sentiers battus. C'était très il n'y avait aucune diversité. Il y en existe, hein, mais la diversité la plupart du temps dans le jeunesse, qui est paradoxal, c'est qu'elle se trouve plutôt du côté des animaux, qui représentent finalement des humains plutôt que des individus. Parce qu'on en trouve de la diversité chez les animaux et qui passent le même message, non, mais c'est pas, ça n'a pas le même impact, bien évidemment. Mais donc il y avait cette volonté de faire son mea culpa, de dire ok, nous éditeurs blancs issus de la majorité, nous reconnaissons que nous n'avons pas assez fait de place à la diversité, donc nous voulons faire amende honorable. Ok, c'est bon là. Tu sais, c'est comme on a compris. Donc, c'est quoi concrètement qu'on peut faire par rapport à ça pour renverser la vapeur et pour faire en sorte que on sorte de ce cycle là, qu'on casse une forme de cycle. Donc, à l'ANEL, il y a eu la réflexion de faire un comité spécial qui est présidé par René Saint-Éloi, donc qui est éditeur chez Mémoire d'Encrier, qui lui aussi est d'origine haïtienne, et donc il y a des gens issus de la diversité, mais il y a des gens qui sont totalement blanches aussi, puis il n'y en a pas de problème là. C'est pour donc on parle de ces enjeux là pour pouvoir encore une fois ouvrir le dialogue, mais
quelque part, ouvrir le dialogue, c'est bien beau parce qu'on prêche des convaincus. Dans notre milieu, ceux qui siègent à ce comité, c'est des personnes qui sont ouvertes, c'est des personnes qui portent ces valeurs-là. Maintenant, moi, je pense qu'il y a toute une... Moi, je vous interromps. Mais donc, concrètement, c'est intéressant parce que l'enjeu de départ, c'était vraiment la représentation dans la littérature. Oui. Mais là, ça s'est transposé, ouais, tout à fait. Donc, à l'ensemble c'est ça, de la chaîne, ouais, tout à fait. C'est ça, mais au final, il y a, mettons, Marc-André Audet des Malins, qui lui a fait des concertations avec des gens, puis c'est toujours fait d'une manière très, comment dire, oui, très de bonne foi, mais sauf qu'on peut pas. Moi, je vais pas dire, OK, ben, envoyez-nous tout ce que vous publiez, les gens de la diversité, et on va vous publier. C'est pas vrai. C'est ça, c'est un non-sens. C'est là où je voulais en venir. Est-ce qu'il y a des actions concrètes? Ben, les actions concrètes, le comité est quand même assez jeune. Il a, je pense, 1 an ou même pas. Donc, il devait avoir, dans le cadre du Salon du Livre de Montréal, moi, j'étais invité à une causerie avec Diana Bellis, on devait parler de la diversité, qui a été annulée parce que justement des gens qui ne sont pas issus de la diversité, pensant bien faire, disaient que nous allions être exposés, qu'on allait être donnés en pâture, qu'on allait encore une fois montrer des cas qui avaient été persécutés. En tout cas, on était dans un délire totalement. Donc il a fallu là aussi, l'ANEL a pris sur elle de dire ok, on va réfléchir peut-être un peu plus à notre affaire pour pas envoyer de mauvais messages, mais j'ai trouvé ça un peu gros que ces personnes-là s'immiscent dans cette conversation-là parce que au final, il y a des exemples comme le mien, il y en a d'autres, là, des exemples qui sont positifs et qui montrent que c'est possible de cheminer dans ce domaine-là et qu'il n'y en a pas de problème en tant que tel. Donc concrètement, on en est là, on en est dans le brassage des idées, dans les actions. C'est quoi les bonnes actions par rapport à ça? Moi, j'ai du mal pour l'instant à les percevoir, à dire, OK, qu'est-ce que ça va donner concrètement? Ouais. Mais quelqu'un comme René Saint-Éloi, on va finir là-dessus pour la première partie, quelqu'un comme René Saint-Éloi avait lancé l'idée de l'espace de la diversité au Salon du Livre de Montréal. Donc là, déjà, ça, c'était assez... concret, puis je pense qu'il y avait toujours ce discours. Oui, il a toujours un discours, et des discours beaucoup plus militants que le mien, ça c'est sûr, ça définitivement, oui, tout à fait. Très engagé dans cette promotion. Mais donc, si je comprends bien, la réflexion du comité en ce moment, c'est de voir comment on peut transposer ça dans des gestes concrets, tout à fait. Mais qui en même temps, ne tombe pas dans le piège de la ghettoisation. Exactement. Exactement. Oui, et puis c'est aussi pour montrer que il en existe des exemples de la diversité dans le milieu éditorial. Donc c'est pour ça que moi je m'expose un peu plus pour dire vous pouvez aspirer à devenir éditeur parce que vous êtes issu de la diversité. Vous pouvez aspirer à être auteur parce que vous êtes issu de la diversité. Mais tout le monde peut être éditeur, auteur du moment où il a la fibre créative et puis c'est pas nécessairement parce que il est issu de la diversité. Moi, c'est ça le message que je passe, c'est que c'est important la diversité, on doit la favoriser, mais on veut pas non plus que c'est un effet pervers. Donc qu'on fasse en sorte que finalement on se prenne les pieds dans le tapis en disant ok, ben on va vous l'enfoncer dans la gorge là. Vous voyez là, jusqu'à présent là où il n'y en a pas eu de la diversité, maintenant il va y avoir juste ça. Donc il faut pas avoir le phénomène inverse non plus parce que finalement ça aura un effet pervers. Donc voilà. Merci beaucoup. On va prendre une pause si vous voulez bien. Donc on se donne une dizaine de minutes. Pas trop. Merci. Rebonjour. Bonjour, Thomas Campbell. Donc, pour cette deuxième partie-là, on va se concentrer davantage donc, sur votre implication chez Communication Jeunesse. Donc, je rappelle pour la classe, là, José en a parlé un petit peu au début, mais l'organisme Communication Jeunesse a été créé donc, dans les années 70 pour faire donc, la promotion puis l'animation de la littérature jeunesse qui est produite au Québec puis au Canada. Il y a plusieurs activités phares
Il y a des séances de formation, des activités d'animation en école, en bibliothèque. Il y a aussi donc une partie importante qui est des publications là, de sélection, donc tout, Livromagie, Livromanie, qui sont des sélections d'œuvres en fonction des tranches d'âge. Excuse-moi, Maxime. Est-ce que vous avez connu ça, vous autres, les tout petits, les tout, Livromagie, Livromanie? Non? OK. Et donc, vous êtes actuellement le président de l'Organisme Communication Jeunesse. Donc, on va y aller donc sur l'angle de la diversité. C'est en cohérence avec ce qu'on a fait aujourd'hui, donc depuis ce matin. Donc, j'aimerais donc vous poser une question peut-être large, mais pourriez-vous nous parler de la façon dont Communication Jeunesse aborde la représentation de la diversité là, dans ses activités? Ben c'est sûr que il y a une volonté de faire appel à des professionnels, des conférenciers, de plus en plus là, on permet à des gens issus de la diversité de prendre parole, on a des thématiques aussi par rapport à des bibliographies qui sont par rapport à la diversité, donc on regroupe pour outiller, que ce soit les écoles, que ce soit même les parents, parce que c'est fait aussi pour tout le monde, Communication Jeunesse, et il y a cette volonté encore une fois, d'établir un dialogue. C'est toujours un peu la même chose que je raconte tout à l'heure, là, c'est toujours une façon d'instaurer un échange, tu sais, de faire en sorte qu'on va parler diversité, on va l'accepter, on va l'inclure, ça va être quelque chose de plus naturel. Donc, Communication Jeunesse, dans son équipe, il y a des gens issus de la diversité, pas nécessairement, moi je suis issu de la diversité ethnique, on va dire, mais il y a des gens issus de diverses souches de la diversité dans l'équipe, et donc c'est sûr que ça teinte de quelque façon que ce soit la manière dont ça va être, le message va être diffusé, et puis l'engagement de l'organisme. Ouais. Mais c'est dans les valeurs, c'est surtout dans les valeurs. Parmi vos différentes activités, est-ce qu'il y a certaines formes de diversité qui sont privilégiées? Il y a eu des formations qui ont été données en partenariat avec le Conseil des Arts. Il y a eu aussi par rapport aux autochtones. À un moment donné, il y avait toute une comment ça s'appelle? Une résidence, donc il y a des actions qui encouragent justement la prise de parole des personnes issues de la diversité et leur représentativité. Puis là, le dernier point qu'on a mis à l'ordre du jour, c'était on voulait, parmi tous les prix jeunesse qui existent, il n'y en a pas de la diversité. Pour des raisons diverses, hein, on trouvait ça un peu spécial, donc pour le 50e, moi je voulais qu'on ait un leg. Donc, quand on a discuté des festivités du 50e, naturellement, on a dit ce serait bien qu'on ait un prix des diversités. Non pas de la diversité, mais des diversités. Puis, pas plus tard que la semaine dernière, on parlait parce que c'est un prix qui va être remis pour la première fois en août 2022, et on parlait de savoir quelles œuvres, non pas quelles œuvres, mais quelles personnes pourraient prétendre à soumettre leurs œuvres. Puis ça nous semblait totalement absurde de dire simplement, ok, tu es issu de la diversité, tu vas pouvoir proposer ton œuvre, mais si tu ne l'es pas, tu vas pas pouvoir. Non. Ce qu'on a trouvé comme idée, c'est qu'il y ait une représentativité au niveau du jury de la diversité. Pour nous, c'était fondamental, mais au niveau des œuvres, il fallait que ça parle de la diversité. C'était ça l'enjeu majeur. Pas simplement qu'une personne comme Diana Bellis soit issue de la diversité ou Jonathan Bécotte soit issu d'une diversité. C'est l'œuvre qui est importante parce que c'est le message qui importe. Et le messager l'est tout autant dans certains cas, mais pour nous, c'était pas un critère déterminant par rapport à ça. Donc là, c'est en train d'être mis sur pied. J'avais envoyé notamment mon éditorial par rapport à ça. Puis c'est ça. Je pense que ça a été lu, là. Peut-être. Ouais. Excuse-moi, Maxime, mais je veux juste revenir sur une chose que vous avez dit. Vous avez dit, donc, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de prix diversité. Oui. Oui. Pouvez-vous expliciter juste un petit peu? Dans les prix au Québec et au Canada pour la jeunesse, du côté anglophone, là aussi, on disait tout à l'heure qu'il y a plus ils sont plus avancés là par rapport à ça, notamment le prix TD là qui est un des prix jeunesse les plus prestigieux. Nous on a un prix TD la jeunesse
qui prime à 99% un album, alors que ce sont des albums et des romans qui sont représentés, mais les jurys ont toujours une affection particulière pour les albums. Okay, mais du côté anglais, il y a plus, ce prix se décline en 10, peut-être une dizaine d'autres prix par catégorie, donc il y a beaucoup plus de représentativité, notamment au niveau des genres littéraires. Donc nous, c'était important de dire, et puis ce qui est paradoxal, c'est que j'ai appris dernièrement que TD réfléchissait du côté francophone à instaurer lui-même un prix de la diversité. Donc c'est dans l'ère du temps là, que tout le monde se réclame de la diversité, que tout le monde veut jouer le jeu de la diversité, sauf que nous, ce qui était important, c'est étant donné qu'on représente à la fois le milieu littéraire, donc les éditeurs, les auteurs, les créateurs que sont les illustrateurs et les animateurs, on voulait, c'était dans notre ADN d'aller dans ce sens-là et de promouvoir quelque chose qui n'existe pas d'un point de vue francophone. Je connais pas tous les prix anglophones, là, mais d'un point de vue francophone, c'était pas mis de l'avant. Pour quelle raison? Là encore, c'est un mystère auquel je n'ai pas de réponse. Donc, vous nous parlez là, des prix des diversités. Oui. Mais il y a aussi une autre initiative là, assez récente qui est le programme Carte blanche à la Oui, diversité. tout à fait. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire quelques mots. Ben, là aussi, c'est par rapport justement le fait d'inviter des personnes de la diversité à venir s'exprimer, à raconter leur expérience, à présenter leur parcours ou leurs œuvres. Donc c'est vraiment pour les valoriser, pour montrer, encore une fois, pour sortir. La diversité, elle est là dans la littérature jeunesse, mais elle est souvent dans l'ombre, en fait. Elle est souvent écrasée par rapport à des succès. Comme il y a des succès jeunesse comme des succès adultes. Je veux dire, à un moment donné, tout le monde en parle. Il y avait Élise Gravel qui était invitée. Elle, c'est une rockstar là de la littérature jeunesse. Elle n'est pas issue de la diversité, mais ce qu'elle fait, elle parle de la diversité souvent. Elle parle, notamment dans ses albums, il y a un album qui s'appelle Je peux, qui casse tout ce qui est au niveau du genre. Elle a un discours militantiste sur les réfugiés. Puis elle fait très bien ça pour les enfants, pour les petits. Et les enfants le comprennent à hauteur d'enfant là, des concepts qui peuvent paraître complexes, mais qui sont expliqués de manière très simple. Mais elle n'est pas issue de la diversité et elle fait un excellent travail. Donc il y a des beaux exemples, mais pour en revenir à ce que tu disais, nous on voulait aller plus loin, on voulait faire en sorte de montrer ces couleurs-là en disant regardez ces exemples-là, ils peuvent aussi vous aiguiller, vous sensibiliser sur une réalité que vous connaissez peut-être un peu moins, tout simplement. Tout ça pour sortir encore une fois le discours des œuvres et c'est des vases communicants finalement. Maintenant, j'aimerais qu'on parle peut-être un peu plus des sélections qu'opère Communication Jeunesse. Donc, il y a sur le site web donc, des thématiques qui sont mises en avant. Il y a également donc, des publications comme CJ, qu'est-ce qu'on lit, le guide des livres d'ici pour les jeunes, les tout petits et tout. Je ne sais pas, Josée, si on peut ouvrir le projecteur. J'avais sorti une sélection pour montrer un peu ce que ça peut avoir l'air. Les sélections, donc, ce sont des listes d'œuvres qui sont proposées. Excusez-moi. Donc, ici, on a qu'est-ce qu'on lit, c'est ça? Je vous laisse. Oui, tout à fait. Parfait. Donc, on peut voir là, différents livres qui sont sélectionnés. Là, on est dans les 0-5 ans. Ouais. Donc, il y a différentes sections avec différentes catégories. Donc, c'est un moyen de mettre de l'avant certaines œuvres jeunesse. Mais je ne sais pas si tu voulais aller quelque part. Oui, mais non, pas nécessairement. C'était pour montrer ce que ça pouvait avoir l'air. Ouais. Ce que les gens ne connaissaient pas, ces sélections-là. En fait, ce sont des outils qui sont mis à la portée des éducateurs, des bibliothécaires, etc. Et des parents aussi. Des parents aussi, pour dire à leurs jeunes quoi lire, pas dire quoi lire, mais ils ont proposé des lectures en fonction de différentes tranches d'âge, etc. Puis, donc, moi, ce que je voulais vous demander, c'est qui participe un peu à préparer ces sélections-là, à établir ces listes-là, puis
Comment se fait le processus? Oui, ben, comment se fait le processus, puis si la diversité est un enjeu dans le comité, dans le choix aussi des œuvres qui sont en fait, c'est des professionnels, c'est des enseignants, des bibliothécaires, des médiateurs qui s'occupent de faire la promotion du livre jeunesse, dont c'est la réalité. Donc, les critères de sélection, oui, il y a effectivement la diversité qui est un critère parmi d'autres, qui n'est pas le critère, encore une fois, principal, mais il y a surtout tout ce qui est au niveau de la qualité d'écriture, au niveau de le rapport texte-image, le rapport au niveau de la complexité de l'intrigue par rapport au public ciblé. Donc, ce sont des enjeux qui est-ce qu'on va donner à l'enfant le bon livre qui va lui correspondre à l'âge qu'il a. C'est ça un peu l'idée là. Donc, et si on peut passer des messages par cet intermédiaire, tant mieux. Mais là encore, c'est pas quelque chose qui, comme je le parlais tout à l'heure par rapport à l'édition en général et puis en particulier où je travaille, la diversité, on la porte en nous et donc on la revendique pas à chaque instant en agitant un drapeau en disant ok, regardez comme on est beau, magnifique et puis on parle de diversité. Ça fonctionne pas comme ça. Donc c'est plus une partie, c'est d'un tout, quoi, tout simplement. Je me demande en fait comment on peut, quels moyens on peut prendre pour faire découvrir donc les œuvres de la diversité aux parents, aux écoles. Le même moyen qu'on utilise que pour chaque œuvre, il y a des formations qui sont données. Communication Jeunesse fait des formations partout au Québec et au Canada, donc il y a des prescriptions littéraires, il y a des formations qui sont c'est outillé vraiment sur parce qu'il y a des quand on parle de thématiques, c'est pas simplement des listes là, c'est parler des œuvres et des enjeux, comment on va pouvoir les utiliser dans un contexte scolaire, comment on va pouvoir les animer, comment on va pouvoir faire ceci, faire cela, donc c'est très concret. Mais le traitement réservé aux livres de la diversité n'est pas différent de ceux qu'on réserve aux ouvrages dits normaux là, parce que pour nous, encore une fois, il n'y en a pas de différence. C'est ça qui est. Mais si je peux me permettre, il y a quand même, vous établissez des listes, donc vous faites une sélection. Oui. Donc là, ce que je comprends, c'est que la diversité est une valeur. Oui, exactement. Donc, et tout à fait. À l'intérieur d'un certain nombre de critères. Mm-hmm. Mais vous devez avoir quand même, vous répondez quand même à une certaine demande également du bibliothécaire. Oui. Donc, il y a un jeu dialogique. Mm-hmm. Et est-ce que donc, dans la demande, les gens expriment davantage ce que vous sentez? Oui. Oui, il y a plus il y en a plus mais moi c'est pas mon quotidien en tant que président là, moi je suis plus je supervise un peu tout ça, donc j'ai demandé d'ailleurs pour cette partie-là à la directrice générale de Pénélope Jolicoeur de me souffler un peu certaines réponses, parce que pour moi c'est pas ma poutine au quotidien là, je peux parler d'édition, mais communication jeunesse, moi je donne des lignes directrices et puis on réfléchit en conseil et tout ça, mais pour répondre à la question, c'est certain que la demande, même au niveau des subventionnaires, on ne parlait pas tout à l'heure dans l'édition, là j'ouvre une parenthèse, mais ils sont beaucoup plus sensibles maintenant à la question de la diversité. Ils demandent aux éditeurs, est-ce que cette personne-là est issue d'une diversité ou d'une minorité, ça dépend sur qui on tombe là. Donc ils sont plus alertes par rapport à ça, ils encouragent. Donc, et on sent cette curiosité, cet intérêt pour cette question-là qui touche maintenant tout le monde. Donc, je pense que c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'il y a une sensibilité qui est en train de se propager à l'échelle des décideurs aussi, et puis de ceux des prescripteurs, qui permet de diffuser plus largement le message, alors que le message peut-être était plus confidentiel à la base. Donc il y a un changement de paradigme à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Donc vous sentez quand même qu'il y a une demande. Oui, qui est plus croissante que décroissante. Donc ça c'est clair et net, tout à fait. Mais par rapport à cette demande-là, croyez-vous que quand même vous pouvez répondre de votre point de vue d'éditeur aussi, là, je veux pas... Non, vas-y. Avec votre rôle à la communication jeunesse. Mais croyez-vous qu'il y a des réticences à prendre lorsqu'on prépare des œuvres là, qui portent des thèmes de la diversité? Est-ce que chez les enseignants, chez les parents, les libraires, est-ce qu'il y
Est-ce qu'il y a certaines thématiques là, où on est moins ouvert, où c'est plus difficile? Ben comme je disais tout à l'heure, on fait pas de distinction. On propose, puis les gens disposent. C'est-à-dire qu'on peut pas s'assurer que le message il va passer et que le message va être utilisé de la manière dont nous on l'a diffusé. Ça c'est clair et net, parce que ils en retiennent ce qu'ils veulent bien en retenir. Donc on n'est pas là à faire du pointage. Ok, est-ce que tu as bien utilisé telle œuvre dans tel contexte avec tel public? On n'en est pas là. Donc nous on est des passeurs. On transmet la passion de lire, la passion des livres qui font une différence à quelque niveau que ce soit, mais on peut pas, ça prendrait d'abord une équipe, une espèce de brigade là, qui irait dans tous les endroits pour faire un peu du flicage, de dire ok, est-ce que vraiment le message est bien passé? C'est après la responsabilité de chacun de voir comment il s'approprie ce message-là et comment il va le transmettre à son tour. Tu sais, c'est un effet aussi un effet boule de neige. Donc, nous, on croit en la diversité, on la défend, on l'exprime, on la favorise par rapport à plein d'activités. Mais après, ce qu'il en reste, on le voit concrètement dans des ateliers que on a des échos ou il y a des personnes qui vont dire ok ben nous on l'utilise de telle façon mais au final on n'a pas d'emprise sur tout ce qui peut se faire en lien avec la diversité. Donc mais vous devez voir quand même, excuse-moi, je peux pas m'empêcher, mais comment ça, je pense, je vous donne un exemple. Il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années, il y a une collection qui s'intitulait, si ma mémoire est bonne, La première fois. Ok. Je me souviens plus chez quel éditeur c'est sorti cette affaire-là. Donc, c'était une série qui racontait la première expérience, la première relation amoureuse, de différentes façons. Et dans cette série-là, il y avait un ouvrage qui abordait une relation sexuelle, homosexuelle, en fait. Et j'ai une étudiante qui avait fait son mémoire de maîtrise sur cette série-là et qui disait que chez les bibliothécaires, ça avait été, à l'époque, les bibliothèques scolaires, justement, ça avait été mal reçu et ça passait pas, malgré les fiches. Je pense que c'était à la courte échelle, si je ne me trompe pas. Mais okay. Donc, est-ce que vous sentez parfois une réception plus ou moins positive en fonction, vous devez voir ça? Ben oui, mais c'est comme je disais tout à l'heure par rapport à l'édition, je veux dire, le taux d'ouverture là, des gens, là, c'est à géométrie variable. Hein. Nous, on peut faire changer les mentalités, faire évoluer les mentalités, mais comme j'expliquais tout à l'heure quand on était en pause, si la personne a reçu un certain bagage et perpétue une forme de tradition, c'est tout un schéma mental à déconstruire. Puis ça prend du temps, là. C'est en tant que société, nous, on participe à cette émancipation-là, à cette prise de conscience, mais le chemin est long, là. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et puis, effectivement, il peut y avoir des personnes, c'est un domaine très féminin aussi, tout ce qui est au niveau de l'enseignement et puis plus au niveau de la bibliothéconomie ou je sais pas comment ça s'appelle là, mais c'est donc après c'est les décideurs, c'est elles ou eux qui choisissent en mouline si cet ouvrage va pouvoir passer leur porte et puis va pouvoir être donné aux enfants. Nous à notre niveau, on martèle le message. On va dire ok, c'est important la diversité, comme c'est important de parler de plein d'enjeux sociaux, parce qu'il y en a des enjeux sociaux en dehors de la diversité, donc c'est toute une constellation. Mais après, le message, il peut être dilué, il peut s'arrêter à la personne à qui on a fait une formation. Donc c'est rarement le cas parce que les gens sont beaucoup plus réceptifs, ont envie d'accompagner ce mouvement-là. Mais on n'a pas de certitude jusqu'où il va, le cheminement qui va pouvoir se faire à ce niveau. Donc, si je comprends bien, vous entendez davantage de l'écho positif. Oui, ben définitivement, parce qu'il y a un changement sociétal qui est en train de s'opérer, qui est, à mon sens, le bienvenu, qui est peut-être un peu, comme on dit, mieux vaut tard que jamais, mais et je pense que c'est plus dans
il y a une tradition aussi, une tradition littéraire qui faisait pas nécessairement place à la diversité. Donc, quand Communication Jeunesse est née, il y a 50 ans, la littérature jeunesse québécoise était inexistante. Là. Il y avait 2 maisons d'édition, La Courte Échelle et Héritage. C'était à peu près ça, là. Donc, parce qu'elles ont à peu près le même âge. Donc, il n'y en avait pas énormément, là. Donc, là, on a vu l'essor des maisons, la diversité, la représentativité. Puis, je parlais tout à l'heure parce que c'est frappant de voir que la diversité chez les animaux, on fait passer aussi de subtils messages. Mais pour les enfants qui sont plus jeunes, ça marche aussi. Je veux dire, on a notamment chez Dominique et compagnie une histoire sur l'autisme et c'est un zèbre. Ben, c'est sûr que pour mes enfants, ça a été plus facile de comprendre que les rayures du zèbre étaient en lien avec l'autisme, avec la différence, plutôt que si ça avait été un petit garçon où le discours aurait été un peu plus complexe. Donc on peut parler de diversité sous diverses formes, c'est ça qui est intéressant, et à tous les publics, à tous les âges. Donc il n'y a pas de limite à ce niveau-là. C'est intéressant ce que vous dites du fait qu'en ce moment, on est en train d'avoir un changement dans notre société qui rend ça plus facile peut-être de faire cette promotion de la diversité. Vous œuvrez là depuis plusieurs années quand même dans le milieu. Est-ce que pouvez-vous nous parler peut-être de l'évolution, du changement que vous avez senti? Dans le milieu? Oui, dans le milieu de l'édition. Ben, on en parlait tout à l'heure par rapport à ce mouvement-là qui a accompagné la création du comité diversité à l'ANEL. Mais tu sais, il y a aussi, on le voit avec l'ère MeToo et tout ça, il y a des changements qui sont importants d'un point de vue du regard de l'autre, la manière dont on considère l'autre comme un égal et pas une espèce donc quand on parle de diversité, ça peut s'appliquer à plein de domaines qui sont autres que représentation ethnique ou orientation sexuelle ou je ne sais quoi. Ça touche à tellement de domaines que la diversité, c'est un mot qui est général pour parler de plein d'affaires. Donc on peut parler de la diversité dans divers sujets et l'édition a plus d'affinité maintenant à la diversité parce que la génération montante, qui est la mienne, moi j'ai 40 ans, est beaucoup plus ouverte aussi. Et beaucoup plus a vécu avec cette diversité, a vécu à porter ces valeurs-là qui sont moins ancrées dans des personnes, puis ça c'est pas pour faire de l'agisme hein, quand je dis ça, mais des personnes qui ont 70 ou plus parce qu'ils sont un peu plus conservateurs, parce qu'ils ont reçu peut-être une éducation plus conservatrice. Et ça veut pas dire qu'ils sont fermés et pas ouverts, mais c'est moins naturel, disons. Donc la génération, les éditeurs de mon âge sont beaucoup plus engagés, sont beaucoup plus réceptifs et veulent aussi défendre ces messages-là et prendre peut-être un peu plus position, tout simplement. Donc oui, il y a un changement qui s'opère, mais pas de manière radicale. On ne parle pas d'un revirement à 180 degrés. Là, ça a toujours existé, mais maintenant, c'est beaucoup plus affiché. Oui, donc un changement plus progressif. Ouais. Mais même à l'international, je pense que on parlait tout à l'heure de Rodney et de Mémoire d'Encrier, mais il y a une volonté de démocratiser, même si c'est un mot un peu bizarre pour parler de la diversité, on n'a pas besoin de la démocratiser, mais il y a une volonté vraiment d'accompagner de manière un peu plus appuyée ce genre de littérature, que ce soit dans la jeunesse ou même dans l'adulte, parce que ça se pose aussi. Il y a une excellente collection qui s'appelle Tabou chez De Mortagne, qui parle d'enjeux de la diversité et aussi de tout ce qui est problématique au niveau des adolescents, que ce soit la consommation, que ce soit les troubles alimentaires, etc. Et puis les jeunes ont besoin de se reconnaître dans ce qu'ils lisent. Ils se reconnaissent de plus en plus dans ce qu'ils voient, parce que là aussi, on parle souvent de diversité à l'écran au niveau québécois, puis on en voit des articles par rapport à ça, oui, mais il y a une volonté de laisser de plus en plus de place pour que ça soit quelque chose qui soit naturel, qu'on n'ait même plus besoin d'avoir ce genre de discussion, de dire, OK, c'est quoi une œuvre issue de la diversité, t'sais? Parce que finalement, quand on le regarde bien, là, on est tous plus ou moins la diversité de quelqu'un. Là, donc, on a tous des traits distinctifs. Donc, je vois pas pourquoi la diversité de l'un devrait être plus mise en avant que celle de l'autre. Donc, c'est plus une
un échange et un discours qui se veut plus apaisé, peut-être parce qu'il y avait une colère aussi qui était sous-jacente à cette non-reconnaissance de la diversité, puis le fait de la mettre peut-être de la marginaliser. Donc nous, on la sort de la marginalisation parce que elle n'avait pas à y être, tout simplement. Je sais pas si je réponds à ta question. Oui, mais c'est super intéressant. Il ne reste pas tellement de temps, mais peut-être que on pourrait revenir à la communication jeunesse. Oui, on s'est un peu garé. Donc, je voulais vous parler également donc, du répertoire de communication jeunesse, donc, qui offre là, qui est un peu une base de données, qui offre de l'information donc, sur des auteurs, des illustrateurs, des œuvres, des librairies, des maisons d'édition. Donc, est-ce qu'il y a une attention particulière dans la manière de catégoriser, par exemple, les œuvres ou pour mettre de l'avant la diversité, donc pour qu'elle soit plus repérable? Ben, comme je disais tout à l'heure, c'est thématisé. Ça va être, si mettons dans le moteur de recherche, là je suis pas technicien, donc s'il est paramétré pour que dans les mots-clés tu tapes diversité, il y a le répertoire qui s'affiche, c'est tant mieux. Maintenant, est-ce que c'est une comment ça s'appelle, on a tout est répertorié et classifié entre guillemets par thème, donc oui, ça fait partie mais c'est pas paramétré pour on n'est pas encore une fois le porte-étendard de la diversité, on est porte-étendard des diversités et de différentes choses, mais non, il n'y a pas de répertoire. D'ailleurs, la DG, quand elle a vu ça, elle m'a dit « mais je ne comprends pas la question ». Donc j'ai dit « moi je la comprends dans la manière dont elle est posée, ça peut surprendre, mais c'est ça ». Donc il n'y a pas de façon de mettre davantage de l'avant la diversité plus que ce qu'on le fait de manière normale, disons. Ce qui est cohérent. Ouais, c'est ça. On met pas des espèces de pancartes en disant attention, c'est une œuvre on met pas des pastilles ou non. D'accord. Non. Puis, il reste peut-être quelques minutes avant qu'on fasse la période de questions qu'on ouvre à tous, mais je vais vous donner la chance aussi peut-être si vous voulez nous parler d'autres activités de communication jeunesse ou d'autres je regarde mes notes que vous avez ou autre chose que vous aimeriez mentionner en termes. Mais il y avait une question qui était intéressante qui était posée, je ne sais pas si on en a parlé, il y avait marqué comment peut-on promouvoir les œuvres, les auteurs de la diversité auprès des enfants? Est-ce que ça suppose des précautions, des consultations? Ça aussi, c'est une question qui nous a fait un peu sourciller parce que, comme je le disais tout à l'heure en préambule, ce sont les parents qu'il faut sensibiliser. Les enfants, il n'y en a pas de problème. Moi, je le vois avec les miens, là, du moment où il y a une bonne histoire, que ce soit une sorcière ou quelqu'un issu de la diversité, ça leur importe peu. Mais l'attention que nous mettons de l'avant, c'est les parents qui reproduisent. C'est un peu comme... puis là, c'est toute proportion gardée ce que je vais dire, là, parce que je peux pas faire le lien, mais je vais le faire pareil. Là, on parle souvent de cycle de la violence, ok? Quelqu'un qui a malheureusement eu une enfance malheureuse doit casser ce cycle-là pour s'en sortir et puis n'est pas condamné à reproduire les égarements de ses proches. Mais le racisme et puis les préjugés, c'est pareil. C'est qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'on a été éduqué d'une certaine façon ou on a eu des valeurs d'une certaine façon qu'on va reproduire systématiquement la même chose. Je parlais tout à l'heure de mon grand-père. Mon grand-père qui était blanc. Ben lui, il avait été conditionné à avoir ces a priori, puis il était inconcevable que ma mère fréquente quelqu'un de couleur. Ma grand-mère, elle a dit, c'est ça ou rien, tu sais, donc on te demande pas ton avis. Donc il faut, là où c'est important, c'est qu'il faut changer la manière dont on va présenter ces œuvres-là, non pas comme simplement issus de la diversité, parce que si on les présente juste sous l'angle de la diversité, c'est encore une fois les marginaliser. C'est dire, ok, regarde, là je te présente une œuvre qui est différente d'une autre œuvre. Non, pour moi c'est une œuvre qui équivaut à une autre œuvre.
elle parle de diversité, mais ce ne doit pas être un enjeu qu'on doit mettre de l'avant de manière absolue pour dire, OK, ben ça vaut plus. La diversité, c'est un plus. Oui, c'est un plus d'un point de vue humain, mais ça devrait être totalement intégré dans la façon de recevoir une œuvre, quelle qu'elle soit. Donc, pour nous, c'est quelque chose qu'on y fait attention parce qu'on y croit, c'est des valeurs, et c'est ces valeurs-là qu'on veut transmettre aussi aux gens. Puis je pense que c'est tout est relié à ça au niveau de la démarche et que ce soit en édition, que ce soit chez Communication Jeunesse, que ce soit à l'ANEL, c'est le changement et puis de pas tomber aussi dans une forme de victimisation. Parce que souvent, on a tendance à mettre de l'avant la diversité sous le biais de ah oui, mais depuis toujours, il y a eu un sentiment d'injustice parce que faut changer ce discours-là aussi. Il faut faire en sorte que la diversité, elle soit une préoccupation comme la tolérance, parce que ça fait partie, dans la diversité, il y a d'autres thèmes qui sont sous-jacents, dont la tolérance, l'ouverture et tout ça. Donc, c'est juste en éduquant mieux les gens, comme on le fait la plupart du temps, comme on le fait quelque part ici en parlant, plutôt que d'essayer de compartimenter en disant, OK, c'est issu de la diversité, comment on va présenter cette œuvre, t'sais? Moi, je pense que c'est important de faire confiance à l'intelligence des enfants. Les enfants sont beaucoup plus... moi, dans les années 80, il n'y en avait pas de diversité plus que ça, et puis j'étais pas nécessairement malheureux pour autant, mais moi, je me fais un plaisir d'avoir je pose des questions à mes enfants, par contre. Tu sais, je leur dis, est-ce que le personnage, qu'est-ce qu'il a? Parce que parfois je teste aussi en me disant, qu'est-ce qu'il a ce personnage de différent justement par rapport? Il me dira jamais qu'il est noir ou qu'il est issu de la diversité. Il va me dire il a le chandail rose ou un truc comme ça. Donc pour les enfants, c'est ça qui est encourageant, c'est que pour eux, ils la voient pas parce que les parents, c'est quelque chose qui est totalement intégré. Donc moi c'est ça mon espoir entre guillemets de voir que les mentalités évoluent avec la génération montante qui a pas du tout la même approche que celle qu'on a pu avoir par le passé. C'est ça. Il est 11h02. Oui. Oui, on peut applaudir. Oui. Merci. Ce n'était pas un spectacle. Merci beaucoup. Je peux prendre la donc, merci beaucoup, Thomas Cabot, pour la causerie. C'est très intéressant parce qu'en fait, je crois que vous voyez bien en quoi le milieu du livre est. J'ai utilisé dans un autre sens tout à l'heure pour vous donner un sujet. Mais je pense que le milieu du livre agit comme une caisse de résonance du discours social. Tout à fait. Et on voit très bien comment les enjeux qui se posent, que ce soit de percevoir la diversité comme une valeur, d'essayer de l'afficher sans ghettoiser les gens, sans ghettoiser les contenus, ce sont des enjeux qu'on retrouve dans l'ensemble de la société, mais qui prennent une résonance particulière dans le milieu du livre, parce que le milieu du livre, c'est un appareil qui transmet des discours, qui transmet des idées, qui transmet des représentations. Donc, c'est clair que ça se cristallise, disons, à travers ça. Donc, merci beaucoup. C'est une discussion très intéressante et très généreuse. Donc, avez-vous des questions? C'est le temps, il est là pour nous. Là, il faut en profiter. Je ne sais pas s'il y a des enjeux que vous voulez soulever. Les questions, ça peut être lié à vos propres préoccupations, vos propres projets de recherche. Allez-y. Est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent? Êtes-vous timide? Êtes-vous gêné? Peut-être que ça a été abordé un petit peu précédemment, mais je me demandais, voyez-vous une différence dans les manuscrits que vous savez? Est-ce qu'il y en a plus de nos jours qui parlent de diversité qu'avant? Il n'y a pas vraiment de changement? Non, il y en a, mais est-ce qu'ils sont meilleurs que les autres? Je dirais non. Mais la plupart du temps, c'est ça aussi, c'est que parfois, la diversité, la manière dont les gens veulent en parler est souvent maladroite. C'est que c'est une diversité qui se veut comme donneuse de leçons, qui est comme c'est quelque chose qui n'est pas naturel, qui est un peu forcé. Donc pour moi, c'est pas ça les enjeux qu'on défend par rapport à une histoire, parce qu'on n'a pas besoin de savoir si le personnage... Parce que la représentation du personnage, surtout en roman, là,
La plupart du temps, on n'a pas besoin de te mettre 110 sous-titres en disant ton personnage, il est noir, attention, il est de telles origines. Ou... C'est pas, donc, moi, c'est pas quelque chose qui vient me chercher plus que ça. On n'en reçoit pas plus que ça non plus. Et on veut justement, par nos prises d'opposition, encourager peut-être davantage de gens à oser, comme je disais, envoyer des manuscrits, à faire partager leurs idées, leurs expériences. Mais est-ce qu'on va publier tout ce qui va parler de diversité? Bien sûr que non. Parce que le marché, de toute manière, ne pourra pas. Le marché en jeunesse, il faut le dire aussi, c'est un petit, surtout au Québec, c'est un marché qui est saturé. Et donc, il y a des choix à faire au niveau de l'édition comme tout, là, tu sais. Donc, mais oui, moi, du moment où il y a une histoire qui va nous transporter ailleurs et qui va faire une différence, parce que si c'est pour publier une énième histoire qui a déjà été fait ailleurs et d'une bonne façon, moi, ça m'intéresse pas, là. Donc, mais quand on recule dans le temps, on voit quand même qu'il y a des contenus qui n'ont jamais été abordés, qui maintenant le sont. Ouais. Donc, il y a quand même une transformation dans le discours. Je pense par exemple à la littérature autochtone. Ouais. C'était inexistant, entre guillemets, il n'y a pas si longtemps. Et là, maintenant, bon, c'est très présent. Ça tient sans doute au fait qu'il y a plus d'auteurs, bien sûr, mais même des auteurs non autochtones vont avoir des thématiques autochtones. Donc, il y a quand même Mais il y a aussi et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des organes gouvernementaux qui sont beaucoup plus, qui outillent davantage et qui poussent et qui encouragent la diversité par des bourses, par donc c'est ça qui est, tu sais, il y a des programmes d'aide j'ai posé la question à ma patronne justement pour savoir est-ce que on a des bonus, parce que quand on publie, non, c'est pas ça fonctionne pas comme ça, mais il y a quand même une comment ça s'appelle, une incitation, tout à fait. Puis c'est intéressant, il y a certains dans certains programmes gouvernementaux où c'est exclusivement réservé à la diversité, aux autochtones et tout ça. Donc ça, c'est une bonne chose aussi parce que c'est valorisant. C'est ça. De soutien qui font exactement. Que là, il y a des producteurs. Oui, exact. Donc nécessairement, ça crée des c'est ça. Oui, tout à fait. Donc, on voit la même chose entre guillemets, entre parenthèses, du côté des étudiants, par exemple, au CRSH, on a des incitatifs quand on fait partie d'un jury pour l'attribution de bourse. On pointe des étudiants d'origine autochtone et on le signale pour créer un incitatif. Donc, c'est des façons de montrer pour encourager l'étude de production. Oui, tout à fait. Mais toi, tu m'as posé une question tout à l'heure, mais est-ce que j'avais répondu à ce que tu voulais Quelle était donc cette question? Le corpus anglophone versus francophone, non? Ouais, par rapport au fait que le corpus anglophone était plus avancé, et puis là, je demandais, par rapport aux questions de la diversité, là, je demandais qu'est-ce qui, selon vous, pouvait l'expliquer. Et puis, vous m'avez répondu en disant que la gravité des actes racistes, par exemple, aux États-Unis était beaucoup plus importante, ce qui faisait en sorte que le militantisme répondait aussi avec une force un peu plus convaincante. Donc, je pense que ça, votre réponse, c'est bien... Non, mais est-ce que j'avais bien répondu à ce que tu voulais? J'aurais une autre question, d'ailleurs. Tantôt, vous disiez que c'est important qu'il y ait une littérature jeunesse, notamment, qui puisse attester des différences des jeunes enfants, qui puisse y retrouver des modèles. Puis vous parliez aussi de votre garçon qui, en lisant, ne pointait pas nécessairement les différences auxquelles on pense, auxquelles on pourrait en tant qu'adulte, tout à fait. Exactement. Notamment, il pourrait faire référence au chandail rose de la petite fille. Et puis là, vous en parliez comme... Mais est-ce que ça aurait été problématique pour vous qu'il remarque que la petite fille, par exemple, a une couleur... Non, ça aurait pas été problématique, mais je lui aurais demandé pourquoi il remarque ça. Pourquoi j'aurais aimé, mettons, parce qu'on parle de diversité
en règle générale aussi, à un moment donné, parce que en tant que grand frère, il éduque son petit frère. Donc parfois là, c'est comme, il va lui montrer qu'il sait beaucoup plus de choses. Là, c'est toujours un peu les grands frères. Moi, j'ai un grand frère, il faisait ça avec moi. Puis il lui a dit à un moment donné, il rentre de l'école et il dit, tu sais, j'ai dans ma classe, il y a 2 papas. Okay. Et là, il nous pose la question comme pour valider, de dire, ok, ben est-ce que ça se peut, est-ce que je pourrais aimer un garçon ou quoi que ce soit. Puis nous, il n'y en a pas de problème par rapport à ça. Mais sauf que le discours du parent est super important par rapport à ce genre de diversité-là aussi, que ce soit celle-ci ou une autre. Parce que si on lui dit, ben là, tu sais, de quoi tu nous parles, tu sais, c'est comme, non, ça se fait pas, c'est pas le modèle traditionnel de la famille. Il y en a des gens qui pensent ce genre. Et puis, je les respecte, je veux dire, c'est pas un jugement de valeur, je porte. Hein. Mais c'est, nous, en tant qu'adultes et parents, on a, en tout cas, à notre niveau, et ma conjointe, on se fait un devoir de montrer toute la diversité, tout le spectre de la diversité, où pour nous, il n'y a pas de problème d'embrasser toute forme de diversité. Donc pour nous, si mon fils, à un moment donné, puis je le dis souvent parce que j'ai vu que tu avais du vernis sur tes ongles tout à l'heure, puis à un moment donné, mon fils, il voulait, puis c'est une forme de diversité aussi quelque part, et il voulait se mettre du vernis, ok? Puis là, j'étais comme, puis moi en France, puis mes parents ont réagi de cette façon-là, mais pourquoi il se met du vernis, ton fils? Tu sais? Ben parce qu'il aime ça, se mettre du vernis. Ça en fera pas quelqu'un d'autre parce qu'il aime du vernis. Donc, ça va loin, ce genre de conditionnement qu'on a par rapport à la manière dont on doit être, la manière dont on doit se conduire, la manière de... Pourquoi on n'a pas le droit d'afficher sa différence et sa préférence ou quoi que ce soit? Pour moi, c'est des questions qui n'ont pas lieu d'être, mais même au sein de mon entourage, et on le voit notamment dans un contexte totalement différent par rapport à la vaccination et tous les clivages que ça peut avoir. Donc, on est dans des sociétés où, ben, quand c'est différent, quand il se passe des choses où il faut prendre position, où il faut se revendiquer, c'est pas toujours évident d'avoir un discours qui est normalisateur, où on dit, ben non, il n'y en a pas de souci, puis je vois pas pourquoi toi, tu m'imposerais tes valeurs plus que les miennes, ou ta différence plus que la mienne, tu sais. Donc, pour moi, je pense que comme vous, les enfants ne sont pas aussi naïfs qu'on non, définitivement. Ouais. Je pense aussi qu'on est tout aussi, en tant que lecteur, on est tout aussi sensible à ce qui nous ressemble qu'à ce qui nous différencie. Donc, moi, j'ai une nièce qui, elle a les cheveux crépus. Puis, elle a regardé La Reine des Neiges. Puis, elle a trouvé que ses cheveux étaient pas beaux. Puis là, elle disait, maman, pourquoi moi, mes cheveux sont pas blonds et lisses? Puis, ma tante lui a acheté un livre dont je me souviens plus du nom, qui racontait l'histoire, justement, d'une jeune fille noire qui a les cheveux crépus. Puis là, maintenant, elle trouve qu'elle parce qu'elle avait un modèle, tout ça. Exactement. Ouais. Mais je pense aussi que l'inverse, si une petite fille blanche lisait ce même livre et qu'elle allait à la garderie ou à la petite école, puis qu'elle verrait que son amie a les cheveux crépus, ben, je pense qu'elle aurait vu aussi dans ce livre-là cette différence et que ça aurait créé un rapport peut-être un peu plus harmonieux. En tout cas, il n'y aurait pas eu, ou il y aurait eu moins de risques de discrimination par rapport à ce trait plus particulier. Donc, je voulais juste, parce que la manière dont je l'avais entendu tout à l'heure, quand vous dites que votre fils n'avait pas remarqué la différence, c'est comme si, bon, ça aurait peut-être posé un problème. Non, c'est parce que pour lui, c'était pas important. Okay. Pour lui, c'était naturel. Je veux dire, le personnage, qu'il soit noir. C'est que lui, peut-être qu'il est déjà plus avancé. Ben, peut-être parce que c'est la manière dont on lui a transmis cette information-là. Mais, tu sais, tu parlais tout à l'heure de ta nièce, mais j'avais vu à un moment donné un reportage, puis ça m'avait troublé. Il montrait, je sais pas si vous l'avez vu, une afro-américaine qui montrait, avec des poupées Barbie, ok? Et là, il montrait, donc la poupée, parce que ça fait pas longtemps que les jouets aussi, on parle de la littérature, mais les jouets, il y a de la diversité, que ce soit corporelle. Barbie était toujours pareil, c'était un top modèle, et puis elle était pas issue de la diversité, là. Donc, et ça a pris longtemps avant qu'il y ait des Barbies un peu bronzées, tu sais. Mais il montrait justement la Barbie noire, la Barbie blanche, et elle disait, c'est laquelle la plus belle? Elle montrait la blanche. C'est laquelle la méchante? Elle montrait la noire. Elle disait, et toi, tu ressembles à laquelle? Puis là, la petite fille, elle est obligée de montrer la noire parce qu'elle voyait même qu'il y avait un rapport.
Et il y avait comme un moment de recul en me disant, ok, donc moi je suis la Barbie noire, donc je suis méchant. Tu sais, puis c'est terrible ça, parce que justement il y avait derrière un conditionnement qui est inconscient, où on a tendance à mettre encore une fois des étiquettes sur, ok, toi de telle couleur ou de telle confession, de telle orientation, donc tu corresponds à tel critère. Puis c'est ça qu'il faut casser, en fait, c'est ce moule-là, là, de sortir de ces carcans-là, parce que il y a des enfants qui sont profondément malheureux là, par rapport à ça. Donc c'est sûr que nous, à notre niveau, qu'on soit parents ou pas, et moi j'ai la chance d'être parent et éditeur, ben on veut dire, ben t'as le droit d'être différent et d'être qui tu es, tu sais. Et il y en a pas de problème, tu sais. Et si quelqu'un, puis j'avais dit à mon fils ça, j'avais dit, si quelqu'un te dit, ben c'est pour les filles, le vernis, tu répondras, ben moi j'aime ça. Puis si t'aimes pas ça, c'est pas grave. Puis ça s'arrête là, tu sais. Mais si j'avais à mon époque, dans les années 80, je suis convaincu, bien que mes parents ne soient pas racistes ou quoi que ce soit, parce que on a quand même une famille métissée, ma mère, elle aurait jamais accepté que je mette du vernis, là. Jamais, jamais. Parce que c'était dans les conventions, il y a des conventions sociales, et c'est là qui est intéressant, les conventions sociales sont en train d'évoluer. Pour le mieux, selon moi, mais c'est encore une fois une perception. Mais je pense que l'ouverture, puis même vous, je pense que vous en êtes témoin là, de cette ouverture-là. Je peux me tromper, mais je pense que c'est quand même beaucoup plus facile d'un certain point de vue, là, toute proportion gardée. Là. Les jeunes dans le milieu du livre sont plus ouverts. Je pense qu'ils sont plus ouverts, mais ils sont surtout plus conscients, plus conscientisés parce qu'ils le sont depuis plus longtemps. Et donc, ça fait partie de leur cheminement, ça fait partie de leur réalité. Ça coïncide, en fait, à un moment dans le milieu du livre, au Québec notamment, où il y a plusieurs propriétaires de maisons d'édition qui arrivent à l'âge de la retraite. Les directions sont en train de changer. Tout à fait. Donc, il y a un renouvellement. Une relève. Une relève qui arrive avec des valeurs qui sont différentes. On le voit, donc la diversité, je trouvais ça intéressant tout à l'heure parce que vous avez dit à plusieurs reprises, non, José, c'est pas une étiquette, c'est une valeur. Mais donc, ça veut dire que pour vous, c'est une valeur. Ça ne l'était pas pour tout le monde. Non. Donc, là, c'est tout à fait intégré dans le discours. Et c'est ce qu'on voit, là, en fait, se mettre en place dans les livres. C'est déjà arrivé avec d'autres valeurs. Mais c'est et c'est le regard que l'on porte aussi à l'autre. Tu sais, d'un point de vue, moi, je déplore quand on veut pas, puis là c'est dans un débat totalement politique là, genre, là, mais qu'on veut pas reconnaître le racisme systémique parce que on s'imagine qu'on va dire que la nation québécoise est raciste. Ça veut absolument pas dire ça. Tu sais, c'est un autre enjeu par rapport à ça. Malheureusement, on voit qu'il y a des cas où ben il y a encore des gens qui sont appréhendés parce que ils sont métissés ou parce qu'ils sont d'origine justement musulmane. On en parlait tout à l'heure pour des considérations qui ont aucun rapport avec ce qu'ils sont. Tu sais. Et ce qui est dommage, c'est que c'est un désaccord d'ordre sémantique souvent. C'est donc l'appellation qu'on conteste. Mais on met tellement d'énergie à contester une appellation qu'on en oublie le problème, le cœur du problème. Moi, je pense que c'est ce qui est le plus regrettable parce que si après on parle de discrimination, qu'on situe cette discrimination, qu'on en explique les causes avec des statistiques, c'est à peu près assez facile de convaincre tout le monde qu'il y a un réel problème. Ah oui? Mais quand on parle de racisme systémique, il y a des partis, il y a des politiques qui saisissent cette occasion-là pour occulter le vrai problème et s'en prendre au terme qui peut être discutable, qui remet jamais en question. Puis l'édition, c'était l'édition, l'éducation, c'est quand même une bonne base, moi, pour changer, je pense, les mentalités. C'est ça. Mais c'est pour moi la base, les enfants qui ont la chance d'être entourés de livres, parce que c'est pas tous les enfants non plus qui ont des livres chez eux, là, ça c'est un autre problème, là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de les habituer. Je veux dire, c'est quelque chose qui, nous on a un rituel le soir avec des histoires, puis parfois je prends des livres de la diversité pour
justement leur montrer, puis ils choisissent leur livre, et puis c'est souvent là les Avengers et compagnie là, mais oui c'est ça, mais moi j'essaie de dire ok, ben on va prendre Élie le Petit Pot là qu'on a sorti un album où c'est une personne un peu métissée, donc et pour eux ils voient le petit garçon qui apprend à faire pipi, puis ils voient pas que c'est quelqu'un de, puis c'est tant mieux parce que si on pourrait ouvrir le débat avec eux aussi, la discussion avec eux en leur disant, s'ils me disent, pourquoi il est de couleur ou quoi que ce soit, puis j'expliquerai, j'ai le discours par rapport à ça, mais nous, il y en a pas, et puis des gens de notre entourage, ils sont dans le même état d'esprit aussi, tu sais, donc, moi, je pense que c'est important de plus avoir ce discours, parce que aussi c'est la posture de la personne qui est, puis je l'avais dit quand on parlait dans votre bureau tout à l'heure, dite racisée, là, c'est un terme horrible selon moi, là, de plus être non plus dans la peau de la victime, et puis d'être décomplexé par rapport à ça. Moi, il a fallu que j'arrive au Québec pour que je coche la case minorité visible, quoi. Puis la première fois, ça m'a fait j'ai demandé à ma conjointe, mais est-ce que je dois cocher cette case? Elle m'a dit, ben oui, t'sais. Mais pour moi, c'était pas assez, donc, tu sais, pour moi, ça allait pas de soi. Mais c'est là aussi, en France, il y a je sais pas si ça existe ici, mais il y a un terme qui me fait rire toujours, la discrimination positive. En quoi la discrimination est positive? J'ai toujours pas compris celle-là. Donc, ouais, donc et donc dans la littérature, on essaye de vraiment apporter un discours qui se veut apaisant et qui offre des modèles qui sont beaucoup plus positifs aussi. Donc, je pense que et on voit, et c'est ça la plus grande victoire, c'est de voir que c'est en train de prendre racine et de manière durable, et que c'est un accompagnement que chaque maison d'édition contribue à faire germer à sa manière. Oui. Donc, merci voilà. beaucoup. On va arrêter là-dessus si vous voulez bien. Donc, merci encore. Oui, merci à vous. Et donc, merci à vous tous, toutes, et on se revoit donc la semaine prochaine pour répondre à mes courriels pour confirmer ça. Merci beaucoup. Bonne semaine. Merci.